Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième brunch radical. Aujourd'hui, on va aborder la question du réchauffement climatique et de comment est-ce qu'on peut accompagner les territoires en modifiant nos pratiques. C'est un webinaire qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui, on va parler principalement avec nos deux invités des territoires de montagne. Faut savoir que les territoires de montagne, c'est des territoires où on peut voir réellement l'impact du réchauffement climatique, non seulement par le recul et la fonte des glaces, mais aussi avec la pression que le réchauffement climatique a sur ces territoires, qui provoque de nombreux éboulements, des coulées de boue, des inondations, etc. C'est un territoire qui est vraiment sous pression à la fois en termes de climat, mais c'est un territoire aussi qui doit se réinventer parce que c'est un territoire qui est sous pression économiquement et qui a longtemps rêvé de ce qu'on appelle, qui a vraiment eu le syndrome de la neige éternelle et on se rend compte que ce n'est plus trop le cas. Et c'est des territoires qui sont construits sur des modèles économiques qui sont caduques et obsolètes. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Valérie Pommier, qui est présidente et fondatrice de Résilience Montagne, qui est un think tank qui réfléchit à la transformation de l'économie dans les milieux montagnards et les vallées. Tu fais également partie de la promotion 2024 de l'Académie des futurs leaders, qui est une formation pour les personnes engagées sur les causes de justice environnementale et sociale. Donc voilà, on te remercie Valérie d'être là ce matin avec nous. Et aussi, on est en compagnie de Romain Rubin, qui est le fondateur du projet Embarcadère. C'est un projet qui vise à accompagner les actrices et les acteurs vers l'économie régénératrice. C'est-à-dire que c'est une économie qui va venir soutenir l'équilibre entre le système Terre et le bien-être de ses habitants et ses habitantes. Donc, comment est-ce que on fait coïncider économie et environnement? Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises sur les intervenants. J'avais préparé mes petites notes. Ce que je vous propose, c'est que on va commencer. Enfin, moi, ce que je vous propose, les invités, c'est que je vous laisse un petit temps pour présenter un peu ce que vous faites et expliquer un peu quelle est votre vision sur cette situation-là dans les territoires de montagne, autant sous le biais économique que climatique. Et puis, libre à vous de poser des questions dans le chat, et après on fera un petit tour de questions pour répondre aux questions de toutes et tous. Donc, comme vous voulez, Valérie, Romain. Non, je t'en prie, Valérie, vas-y. Bon, d'accord. Ok. Ouais, bah merci Thomas pour cette intro. Merci pour votre accueil. Merci d'être là un samedi matin pour discuter de ça. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Thomas, les territoires de montagne sont, je trouve, très, très intéressants puisqu'ils sont en fait à l'avant-garde de ce qui peut se passer un peu plus en plaine, puisque le réchauffement climatique y est quasiment au moins deux fois plus important qu'ailleurs. Et ce sont aussi des territoires qui sont vraiment fragiles puisque la régénération de la biodiversité, des biotopes dans ces milieux-là est beaucoup plus lente, enfin en tout cas prend beaucoup plus de temps, demande des conditions enfin sont en tout cas dans des conditions qui sont plus exigeantes que dans les milieux de plaine. Donc, du coup, ce qui fait et on a des véritables aussi marqueurs dans ces territoires de montagne, comme les glaciers, par exemple. Bon, là, on est en 2025 sur l'année internationale des glaciers. Donc, il va se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, à ce, con- à ce propos, le week-end, enfin le jeudi, vendredi et samedi 25 mars à Bourg-Saint-Maurice, il y aura le premier festival sur les glaciers, Agir pour les glaciers. D'ores et déjà, bah, si ça vous intéresse, avec vraiment plein enfin, un programme super riche et qui va, à mon avis, faire date aussi. Date à retenir. Voilà. Et donc, ces glaciers, par exemple, sont vraiment des marqueurs. Ce sont les bibliothèques mondiales
de l'humanité, en fait, et ils sont là pour certains depuis des millions d'années. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont des témoins de cela, des témoins de l'évolution à la fois du climat et de la vie en fait sur Terre. Donc, au moment où la désinformation est de plus en plus présente, c'est aussi hyper intéressant de pouvoir se rendre sur ces territoires-là et pouvoir constater en fait aussi scientifiquement et aussi avec les populations du changement qui est à l'œuvre. C'est aussi intéressant pour moi parce qu'en fait, il y a vraiment une histoire en fait, une histoire sur ces territoires-là. C'est pas seulement de l'écologie, c'est pas seulement un changement écologique, biotope à l'œuvre, mais c'est aussi en fait une histoire, comme tu l'as dit. Euh, moi, je suis donc je suis né à Chambéry et donc plutôt, en fait, quand on parle territoire de montagne, faut voir aussi de quoi on parle. C'est sûr que moi, par exemple, je suis né à Chambéry, aujourd'hui j'habite à Annecy. Je suis né à Chambéry depuis 5 générations au moins, donc une ville alpine aux portes des Alpes, enfin aux portes des montagnes, juste en bas des montagnes. Maintenant, l'histoire et ce qui est vécu est un peu différente aussi de ce que l'on peut retrouver dans ce qu'on appelle communément les stations de ski, par exemple. Et donc, aujourd'hui, c'est pas parce que moi j'habite dans les Alpes que quand je vais discuter ou que je me rends dans des stations de ski avec des gens qui sont nés dans ces stations de ski et à qui on a vraiment aussi raconter des choses ou proposer des choses, notamment depuis le plan neige dans les années 60, qui a démarré dans les années 60. Euh, et donc, évidemment, avec toute l'histoire du ski qui est apparue plutôt à la fin du 19e siècle, et puis qui après s'est développé en activité de loisir. Et au début, c'était une activité de déplacement. Euh, mais voilà, en tout cas, les suivants, stations de ski, villes en bas des montagnes, voilà, tout ça, c'est avec des histoires différentes, des traditions différentes, avec une culture quand même qui est commune, clairement, une culture commune, une culture alpine. Et, euh, et donc, c'est à manipuler quand on parle de changement dans les territoires, c'est vraiment à manipuler avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions, puisque pour moi, comme tu l'as dit, avec ce changement, notamment lié à la neige, et ça, Valérie en parlera vraiment très très bien, avec ces flocons de neige qui se transforment en or et que rien ne va remplacer. Euh, donc il va falloir rien ne va remplacer en tant que tel, mais donc du coup il va falloir être créatif. Il faut être créatif pour pouvoir trouver en fait comment du coup on transforme tout ça. Et donc voilà, c'est enfin petite intro en tout cas pour dire que pour un peu placer le décor et dire qu'il existe plein de solutions et du coup bah, ravi d'être là ce matin pour pouvoir en parler voilà avec Valérie. Je sais pas Valérie si tu veux compléter. Je cherchais le bouton micro. Bonjour à tous. Merci Romain, super. Oui, on a les mêmes constats qui ne sont pas de nous finalement, hein, c'est la science. Et effectivement, moi je voudrais dire politiquement, le fait qu'il y ait eu cette richesse énorme due à la neige, qui concerne quand même une grosse partie du pays, puisque 22% du territoire métropolitain, c'est la montagne. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'habitants et une grosse part du pays. Eh bien, parce qu'on a peur, parce que les gens ont peur, ils s'extrême droitisent aussi. Attention, si vous regardez les, euh, les résultats des élections européennes 2024, moi je prends toujours le modèle du Monde. Vous pouvez voir que la Savoie et la Haute-Savoie sont passés à l'extrême droite, même dans des tout petits villages de montagne. C'est-à-dire que pour eux, ils ont tellement peur de ne plus avoir à manger demain, enfin très clairement c'est ça, ou d'être moins riches. Eh bien en fait, on va voter à l'extrême droite en supposant du coup que les politiques de Laurent Wauquiez, qui sont ultra favorables quand même pour les territoires de montagne, d'un point de vue argent,
ne sont plus suffisantes. Et c'est ça qui est incroyable. Et moi, j'en reviens toujours à ce petit comparatif avec ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Musk et Trump passent parce que les milieux ruraux ont peur et parce qu'on dit la ruralité euh, préfère voter pour se rassurer des craintes et de la peur véhiculée. C'est exactement ce qui est en train de se passer en campagne et en montagne. Donc, il ne faut pas oublier les territoires de montagne parce que ces gens-là ont tellement peur de ne plus être assis sur leur tas d'or, en fait, qu'ils votent à l'extrême droite. Alors peut-être qu'il n'y a pas les réponses, peut-être que l'extrême droite n'apporte pas les solutions ni technologiques, ni philosophiques, ni économiques, mais le discours est rassurant et les gens y vont en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Donc faut faire gaffe au discours, il faut rassurer les gens, on le sait, mais particulièrement dans les milieux ruraux. Moi, je rajouterais les enjeux de la montagne sont, sont les enjeux finalement de biodiversité et d'écologie. Il y a les enjeux de l'eau qui sont phénoménaux en montagne, les enjeux de l'agriculture qui sont tout autant phénoménaux en montagne. On ne doit pas oublier les agriculteurs qui façonnent le paysage et qui entretiennent les alpages et qui du coup s'ultra-droitisent aussi. On les voit aujourd'hui, les fabricants de reblochons vont à la coordination rurale parce que la FNSEA ne répond plus trop à leurs craintes en fait. Il faut faire attention. L'agriculture, quand on leur dit de parler aux agriculteurs, quand on leur demande de raisonner beaucoup plus local, ils n'ont pas de solution, puisque la PAC favorise une surproduction, par exemple, de reblochons pour avoir les aides et exporter. Donc, ils sont dans cette espèce d'engrenage où ils doivent produire toujours plus. Donc, le local n'est pas une solution que la ruralité entend, en fait. Les forêts sont malades. On a une note de l'ONF, une note de conjoncture qu'on peut retrouver, l'aide de conjoncture printemps-été 2024 des communes forestières. Au 31-12-2023, on avait plus de 120 000 mètres cubes de bois scolytés en Haute-Savoie. Donc ça, ce sont des arbres malades qui brûleront aux prochaines sécheresses. On n'a toujours pas de plan de forêt adéquat pour anticiper cette future catastrophe. Donc, les sujets de la forêt ne sont pas anticipés et il faudrait le faire rapidement. On a des sujets de gouvernance à revoir. Aujourd'hui, les gouvernances politiques favorisent des gouvernances économiques qui votent pour ces gouvernances politiques. Et les gouvernances économiques demandent aux politiques, avec ces espèces de chantage, continuer à dire que tout ira bien pour la neige, parce que c'est ça dont il s'agit. Donc, si aujourd'hui on fabrique la neige, on sait aussi technologiquement fabriquer la neige à température positive. Ça coûte très cher, il faut encore plus d'eau, mais ça existe. Donc en fait, on répond à la petite semaine avec des solutions technologiques qui conviennent d'une année sur l'autre, en fait. Euh, je reviens sur le début quand j'ai dit que les milieux ruraux et de montagne s'extrême droitisent. On constate aussi une augmentation du climato-scepticisme qui va de pair. Mais c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on est aux premières loges des glaciers qui fondent et de la montagne qui s'écroule comme à la Bérarde qu'on a plus conscience de ce qui nous tombe sur la tête ou des sujets sur l'écologie. Donc en fait, même on perd les gens parce qu'ils ont plus peur. Donc, à voir comment gérer dans la. En fait, ça, c'est que du narratif, hein. On a les mobilités à décarboner, parce que plus de 60% des émissions en montagne sont dues à la mobilité. Euh, Même dans certains villages qui sont devenus très haut de gamme, comme à Val d'Isère, on est à 80-90% des émissions dues à la mobilité. À Val d'Isère, aujourd'hui, on est à 50 000 euros du mètre carré. C'est les derniers prix vendus d'appartements, 50 000 euros du mètre carré. À ces prix-là, les gens viennent par avion et prennent un taxi, retour d'avion. L'aéroport de Chambéry, au mois de février, c'est un avion toutes les 7 minutes qui atterrit d'Angleterre. Donc en fait, on peut dire, on est contre, faut arrêter, il faut décarboner, mais 50% du PIB de la Savoie, c'est le tourisme. Donc les gens disent, OK, on arrête, mais on fait quoi? Et finalement, quand on voit un territoire de montagne, euh, ce sont des lieux qui sont les plus loin en temps et en kilomètres des premiers ravitaillements et des premiers secours. Et finalement, on travaille à la petite semaine parce qu'on n'a pas de réponse à long terme, parce qu'il n'y a pas de réponse à long terme.
Rien ne remplacera l'économie du ski. Rien ne remplacera l'économie touristique en Savoie. Et du coup, la Haute-Savoie dit qu'ils veulent augmenter leur part de PIB touristique. On le sait que c'est nul, mais n'empêche, c'est ce qui est en cours. Donc en fait, le projet de JO 2030 est dans cette optique-là, hein. On met un méga projet qui rassure les gens en disant, vous inquiétez pas, on va mettre ce projet de JO 2030 et puis on va travailler les mobilités avec ça, on va répondre au sujet que je viens d'évoquer grâce au JO 2030 parce qu'il génère de la valeur et de l'argent, ce qui est complètement faux. N'empêche que ça passe puisque le sujet avance et que probablement on va se taper les JO 2030. Donc en fait, toutes les réponses qui sont amenées aujourd'hui sur les sujets de la montagne ne sont que des politiques à la petite semaine, parce qu'aujourd'hui, même un Wauquiez a peur de perdre son électorat en montagne et en campagne, parce que les mesures ne vont pas assez loin pour les gens qui ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur, parce que ça va s'arrêter en fait. Donc le sujet, c'est comment rassurer cette population, comment amener une contre-vérité ou une vraie vérité sans augmenter la part climato-sceptique, est-ce que ça monte? Comment les rassurer sur leur modèle qui n'est plus viable mais qui va continuer parce que d'ici à 2030, on va mettre le paquet pour qu'il y ait du blanc partout, ce qu'il faut les JO. Il faut que le monde entier voit qu'il y a de la neige dans les Alpes, en fait. Donc, en fait, tout ça, c'est des problématiques où il n'y a pas réellement de réponse, mais justement où il faut se poser les questions en tant que politique parce que c'est des gens qu'on perd parce qu'ils ont peur. Eh ben, je propose de rebondir sur sur ces questions-là, sur comment est-ce qu'on appréhende tout ça et comment est-ce qu'on peut finalement euh, enfin, comment est-ce qu'on appréhende ces peurs et comment est-ce qu'on fait avec ces peurs pour pouvoir proposer quelque chose qui puisse nous permettre de sortir de de cette hypocrisie envers le tout ski, tout neige, et comment est-ce qu'on arrive à redynamiser nos territoires et redonner confiance aux acteurs dans le territoire pour pouvoir sortir, j'ai envie de dire par le haut, mais même de sortir de cette situation assez critique et qui mine de rien, ne vient pas de nulle part. Je me permets juste de faire une petite aparté. J'ai grandi du coup moi en Haute-Savoie au bord du lac d'Annecy. Ma grand-mère était agricultrice et en fait ce modèle du tout ski et de la superpuissance touristique de la Haute-Savoie et de la Savoie, il y a un moment donné où ce territoire, il vivait sans ça, et on arrivait à vivre sans ça. Il y avait certainement pas la même population, il y avait pas il y avait pas le même besoin de faire de l'argent, mais c'est des territoires qui arrivaient à vivre et à faire vivre leurs habitants. Donc c'est vrai que moi je suis très aussi très inquiet par rapport à l'agriculture parce que effectivement c'est bien de produire du fromage, mais il faut aussi pouvoir produire d'autres choses. Je parle de maraîchage et on sait combien le prix du foncier a explosé en Savoie et Haute-Savoie parce que en fait aussi à la PAC et à la pression démographique. Donc voilà, moi j'ai envie de vous entendre sur vous, votre vision et qu'est-ce que voulez porter par rapport à ça. Tu veux y aller, Romain? Ouais, vas-y Valérie, puis j'irai après toi. Ouais, tu me coupes si dès que tu Ouais, vois que je m'embarque ça dans un marche. truc et que D'accord. tu as à rajouter ou à contredire, n'hésite pas. Ok. Alors, on a jusqu'à 11h15, comme ça après ça nous laisse un quart d'heure de questions. Donc ça Ok. fait à peu près 10 minutes chacun. Ouais. Alors, oui, on vivait sans le ski avant, mais dans des conditions très difficiles qui ne seraient plus acceptables aujourd'hui pour le commun des mortels. On peut être pour ou contre, c'est comme ça, c'est un fait. Nous, moi, je suis plutôt dans une position à dire on doit le faire, on doit au moins l'essayer ou le tester sur un territoire, mais c'est pas entendu de la sorte. Et tant que les financiers financeront le modèle, et tant que les assureurs et les réassureurs assureront le risque financier, alors ça ne bougera pas. Ça veut dire que si on continue à dépenser de l'argent dans le ski,
Ça veut dire que les bilans économiques sont encore positifs pour quelques personnes. C'est la promotion immobilière, l'industrie du BTP globalement, l'industrie de l'aménagement du territoire, tout ce qui est route. Pour les JO 2030, il y a actuellement déjà des pourparlers de prix planchers pour le béton et le ciment qui vont flamber parce que c'est quelques-uns qui maîtrisent le prix du béton et du ciment. Il va falloir bétonner à fond. Donc là, il va y avoir des enchères de mettre au plus haut. Alors les promoteurs, là, qui seront les premiers à construire pour les JO 2030, disent oups, mais on va devoir augmenter les prix puisque les matériaux vont monter. C'est pas grave. Pour les JO, tout est permis. Donc en fait, je me suis déjà égarée. Donc oui, on vivait dans les territoires de montagne de manière difficile et pour le moment, il n'y a pas de retour arrière possible. Parce qu'on est habitué à cette richesse et que les financiers continuent à financer, que les assureurs assurent le risque climatique finalement. Ça commence à bouger parce qu'il y a des vallées qui deviennent non assurables. La vallée de la Roya, qui avait été dévastée, aujourd'hui n'est plus assurable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus construire, c'est fini. J'ai hâte de voir ce qui s'est malheureusement passé à la Bérarde. La Bérarde rayée de la carte à cause d'une crue gigantesque. C'est une poche glaciaire qu'ils font avec tout un tas d'éléments systémiques, mais grosso modo, c'est quand même le climat. Le maire dit, c'est la faute aux écolos si le village de la Bérarde a disparu. Donc là, on entretient un discours de peur et de trouver un coupable, parce qu'on n'a plus de village et ça fait mal, parce qu'ils nous ont empêchés de curer les rivières. Donc ça n'a pas, les cunettes des rivières n'ont pas absorbé le flux. Donc on sait, nous, que c'est des mensonges, mais derrière, il n'y a pas de discours politique qui contredisent un maire qui se fourvoie, en fait. Donc peut-être que ça changera au moment où finance cessera de financer, que les assureurs cesseront d'assurer. Mais pour des JO 2030, par exemple, alors c'est Allianz qui va financer une bonne partie, mais l'État s'assure lui-même aussi. Donc c'est nous qui assurons le risque des JO 2030. Il y aura obligatoirement un déficit. Les JO sont toujours en déficit structurel et même sur 40 ans sont en déficit. Mais ce sera assuré parce que c'est nous qui l'assurerons, la population et l'État en fait. Donc ce qu'on devrait faire, logiquement, ce qui devrait être fait avec un objectif de mandat plus 4, c'est quand même ce qui va nous arriver. On devrait agir très vitement sur une hiérarchie de l'usage de l'eau, parce qu'actuellement, les villages de montagne disent ce sont nos sources et on fait ce qu'on veut. Donc ils fabriquent de la neige, quitte même à voler l'eau. Pour ça, hein, Wauquiez qui rebondit en disant l'OFB, on flingue. Ça arrive en pleine plainte de l'OFB contre les stations de ski qui ont volé illégalement de l'eau et qui ont asséché des torrents. Donc on prend toujours l'excuse de l'agriculteur et de l'OFB parce que finalement dans l'affectif des Français, taper sur l'agriculture, ça se fait pas. Mais l'agriculture est bien le faire-valoir de l'industrie du ski. Donc, on va assécher tout ce qu'on peut, donc hiérarchiser les usages de l'eau. On doit accompagner les agriculteurs dans cette diversification à condition qu'ils ne suldroitisent pas plus, ce qui est déjà en cours. C'est ça qui fait peur, en fait. Comment redonner confiance à des agriculteurs qui n'ont pas de solution non plus économique viable à moyen terme, parce qu'on les a poussés à surfabriquer du reblochon, par exemple. Diversifier l'agriculture, c'est évident. En Suisse, il y a un exemple dans le Valais où il y a un laboratoire test où on n'injecte plus d'argent pour le ski. Pourtant, on est dans le Valais. Et on se dit que finalement, euh, cette vaste, comment on dit, ce grand espace géographique qui est gigantesque, je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés ça fait, peut-être, je crois que c'est 50 000 mètres carrés, bref, même plus que ça, bref. Eh bien, on dit que ça va être la réserve à grains de la ville de Sion, parce que l'enjeu est alimentaire maintenant, à plus 4. Donc, comment recréer de la proximité alimentaire pour des villes, c'est de dire tout ce qui est à 800 000 mètres aujourd'hui, puisqu'il n'y aura plus de neige, s'il y a un avantage, c'est que les terres deviennent fertiles. On pourrait tout à fait imaginer ça dans les Aravis,
en disant que ça devient les réserves à grains, à orge et à avoine, comme le faisaient nos grands-parents, mais avec la technologie qui facilite le travail finalement, pour les villes d'en bas. Sauf qu'aujourd'hui, les terres agricoles valent moins cher que les terres constructibles. Donc on est toujours dans cette course en avant où c'est l'immobilier qui tient le modèle et qui fait bénéficier de rentes à très court terme pour quelques-uns. Le jour où on gèle les PLU en montagne, on gèle, on dit il y a assez de lits touristiques et il y en a assez, il y en a 3 600 000 lits, il y en a assez. Le jour où on gèle les PLU, on assainit tout. Ça veut dire qu'autour de la table des élus, on n'a plus personne qui a la main dans le pot de confiture de l'immobilier. On peut enfin parler intérêt général. Et on arrête la spéculation foncière et immobilière à très court terme pour quelques-uns. Et donc, du coup, si je prends si je prends la suite, ce que j'aimerais bien ajouter, c'est sur le fait de tout à l'heure, je parlais aussi d'histoire, et donc pour qu'il puisse y avoir en fait un engouement populaire, il faut qu'on puisse avoir un récit aussi commun. Donc on parle vraiment des nouveaux récits en ce moment. Bon, c'est un peu dans, mais je veux dire, c'est vraiment à prendre très au sérieux et dans le sens où en fait, juste comme tu l'as dit tout à l'heure, Valérie, enfin, il y a eu un changement fort et effectivement, on ne revient. Enfin, l'idée n'est pas de revenir dans la vie hyper dure où en fait les montagnards étaient les bouseux, enfin voilà, des villes. Enfin, voilà, il y a quand même attention parce que enfin moi je remarque ça en conduite du changement ou quoi, c'est que quand en fait on va brutaliser une population quelle qu'elle soit, et qu'on dit ah on a gagné après, attention ça nous revient en boomerang derrière, même des dizaines d'années derrière quoi. Donc typiquement moi j'habite, vous voyez, donc Chambéry-Annecy, Anthes, il y a un domaine de montagne, enfin il y a un massif montagneux qui s'appelle les Bauges. Moi, quand j'étais petit, les Bauges, c'était les bouseux des villes. Personne ne voulait y aller. Aujourd'hui, tous les citadins d'Annecy et de Chambéry, ils veulent avoir un petit pied-à-terre ou se rendre dans les Bauges parce qu'en fait, c'est un écrin de verdure qui a été préservé, etc. Sauf qu'aujourd'hui, clac, on verrouille et on dit, enfin, les habitants des Bauges et notamment les possesseurs et les possesseurs, et ceux oui, ceux qui possèdent les terres ne veulent pas vendre et voient ça de manière sceptique. Mais moi, je comprends complètement parce que c'est clair qu'ils ont été à un moment donné, euh, voilà, mis au banc. Et puis, donc aujourd'hui, comment en fait, ça veut dire quoi le fait c'est quoi le territoire de demain? Et donc, c'est quoi de façon démocratique, Valérie, enfin, voilà, avec tout ce que tu t'as dit là, on voit que clairement, il y a un deuil de toute façon à faire. Et ce mot-là, donc, ce mot-là, pour moi, il est hyper important. Et comment on accepte que des populations, à un moment donné, elles expriment une colère, elles expriment le fait que euh, il y a eu une promesse de fait, que cette promesse, elle a marché pendant des dizaines d'années, et qu'aujourd'hui, assez brutalement, à l'échelle d'une vie, d'une génération, on dit en fait, on ferme. En France, on ferme déjà des stations. Il y a déjà des stations qui sont fermées. Si on prend la station de la Sambuy, par exemple, elle est fermée. Si on prend une partie de la station de Métabier, il y a une partie qui a fermé, etc. Et il y en a d'autres. Euh, dans le chat, j'ai vu, est-ce qu'il y a des communes qui ont déjà commencé toutes ces transitions? Il y a moi je vois surtout en fait des collectifs d'habitants on peut voir par exemple ce qui se monte à Villard-de-Lans par exemple il y a l'énorme projet de Tony Parker qui est à la fois à Villard-de-Lans mais aussi Auger et Morzine, enfin à d'autres endroits, hein. Mais du coup, de continuer, on va dire, un modèle existant de façon plus extrême. Et face à ça, ou en tout cas en résonance à ça, il y a du coup des collectifs qui se montent d'habitants et qui travaillent sur des projets. Du coup, pour demain, de leur territoire. Et un projet d'un territoire n'est pas le même qu'un projet d'un autre territoire. C'est-à-dire qu'à Villard-de-Lans, ce ne sera pas le même projet qu'au Grand Bornand. Et donc, aujourd'hui, moi, je travaille dans l'économie régénérative. Il y a quelque chose
il y a un mouvement qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, par exemple, qui vraiment a fait exploser au niveau national et les solutions de l'économie régénérative enfin, mis ça sur la table. C'est super intéressant. Maintenant, attention à pas copier, genre, ah ok, il y a un modèle qui vient de Paris, et donc du coup, on va faire la même chose dans les territoires. Non, en fait, il faut vraiment que ça vienne des racines de façon démocratique avec toutes les parties prenantes, et qu'en fait, il n'y a pas en fait de solution. Il n'y a pas de modèle, ça marche ici, donc du coup, en fait, on va le dupliquer partout, en fait. C'est ça vraiment où il faut débrancher ça et se dire qu'en fait, cas par cas, eh ben, on va travailler notre projet de territoire et en partant de l'histoire de chaque territoire et comment en fait on peut à la fois mettre du coup en avant l'histoire du territoire, euh, les, les richesses humaines, des biotopes écologiques, les mythes, les traditions de chaque territoire, voilà, continuer à les faire exister d'une autre façon, mais tout ça basé sur la science, pas sur. Enfin, à la fois, en fait, on dit à la fois les sources froides, c'est-à-dire enfin, les données froides, donc les données scientifiques, et à la fois l'émotionnel, les données chaudes, voilà, qui sont des données plutôt, enfin, où on va venir récolter l'émotionnel, ce que vivent les gens sur le terrain, sur le territoire, etc. Et accepter que ça prenne du temps, accepter que ça prenne du temps parce que ça va prendre du temps et ça secoue. Franchement, ça secoue. Que ce soit dans des villes comme au pied des montagnes comme Annecy, Chambéry, Grenoble, on peut même aller Lyon. euh, bah voilà, dans des stations, enfin, dit des stations de ski aujourd'hui. Et donc, voilà, donc accompagner, prendre notre mal en patience aussi, pour moi, essayer par tous les moyens de conserver un dialogue entre les gens parce que, et accepter qu'à un moment donné, il y a une colère, voire des trucs complètement dingues qui sortent, c'est le processus du deuil, en fait. Donc, c'est normal. Et en fait, pour moi, la clé, elle se situe sur le fait que dans la durée, si nous, on est en fait scientifiquement si en fait on ne part pas dans de la démagogie en fait, à la fin, on va y arriver. À la fin, on va y arriver parce qu'en fait, on se base sur des données qui sont sourcées, sur des données scientifiques, etc. Et oui, c'est très très dur aujourd'hui avec bah, tout l'écolo-bashing, le social bashing, enfin vraiment tout ce qui est fait pour conserver ce modèle capitaliste, patriarcal, etc., qui est vraiment très très fort. Mais pour moi, c'est vraiment dans la durée et en conservant vraiment euh, voilà, le- l'esprit en fait de coopération dans ces territoires-là, en créant des récits locaux. Là-dedans, ce sur quoi je m'intéresse vraiment en ce moment, c'est tout ce qui est le concept de bio-vallée, qui n'est pas nouveau, mais le concept de bio-vallée très très intéressant à plein d'égards, quoi, pour pouvoir construire en partant d'un commun. Et donc, je sais pas, ici sur Annecy, ça pourrait être une montagne, ça pourrait être le lac d'Annecy, et comment autour de ça, on construit ça, un projet de territoire. Voilà. Mais aujourd'hui, pour moi, non, il n'y a pas, en tout cas, je ne vois pas aujourd'hui de territoire dans sa globalité qui a enclenché en France ou même ailleurs et qui peut faire source d'inspiration. Je terminerai juste par dire il y a des espaces de montagne, il y a des territoires de montagne qui, du coup, sont allés moins loin que d'autres dans le modèle ski. Si on prend par exemple le Vercors, aujourd'hui, il est quand même moins dépendant, en fait, d'une rentabilité que, par exemple, des stations, enfin, de haute montagne des Alpes du Nord qui, elles, bah, voilà, sont allés et ont eu une richesse du coup financière qui a été démultipliée par rapport à ces territoires. Donc, pour débrancher après les dépendances, ou en tout cas les attachements, comme dirait Alexandre Monin sur la redirection écologique, pour attacher ça va être peut-être un peu plus facile dans ces territoires-là, même si le mot facile est sûrement mal choisi. Mais en tout cas, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Merci beaucoup.
Merci pour tout. Euh, C'était super intéressant. Je pense qu'on a balayé quand même assez rapidement les, le, la thématique et je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Romain sur son LinkedIn et ce que propose Valérie aussi à travers Résilience Montagne sur son site parce que en vrai Valérie nous a donné un peu des éléments dans le chat mais il y a beaucoup de sujets à creuser et on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Il y a eu des petites questions dans le chat. Il y en a une qui me paraît importante et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. C'est comment est-ce qu'on appréhende les JO d'hiver de 2030 et quels sont les est-ce qu'il y a vraiment des moyens d'action possibles pour stopper ces JO ou est-ce que c'est trop tard? On a vu que Michel Barnier, effectivement, euh, la première chose qu'il a fait en tant que dans son court mandat de Premier ministre, c'est de signer du coup je sais plus comment s'appelle ce papier, mais c'est un papier qui engage l'État par rapport au JO 2030 sur ses dépenses. Voilà, comment on fait pour à la fois réussir à mobiliser les citoyens, parce que je pense que ce projet de JO 2030 n'est pas partagé par la majorité de la population en Savoie et en Haute-Savoie. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait vivre ça? Et où est-ce qu'on en est actuellement? Alors juste, peut-être Valérie, avant de te laisser, enfin, avant que tu répondes sur le côté vraiment hyper sourcé et technique, juste dire que sur ce sujet-là, en fait pour moi je travaille spécifiquement aussi sur les événements et comment un événement peut-il avoir un impact de régénération sociale et écologique sur un territoire. Ça veut dire quoi ça? Et pour moi en fait c'est en tout cas une des portes de sortie que l'on a. C'est à un moment donné faire en sorte que l'être humain, par ses activités, et là en l'occurrence si c'est les JO, du coup ça serait par un événement, euh, soit en fait dans un est permis que on puisse revenir à l'intérieur des limites planétaires et qu'on ait pu que ça ait pu être bénéfique sur les planchers sociaux, les 11 planchers sociaux de l'ONU. On voit bien dans ce modèle-là que on parle en fait, enfin moi là je parle d'un bilan global, un bilan total. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire j'ai fait des actions positives à droite, à gauche, etc., qui sont certes, qui vont être sûrement en fait très positives. Et on l'a vu sur les JO de Paris. euh, il y a des choses qui ont été positives sur les JO de Paris. Euh, sur la réutilisation de certains locaux, au niveau social aussi, il y a des choses. Par contre, en fait, c'est un bilan global, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça a coûté et qu'est-ce qu'on a dû faire en fait pour pouvoir organiser ces JO. Et là, en fait, on voit que le bilan, en fait, il est juste catastrophique. Il est catastrophique et qu'en fait, on n'arrivera jamais à avoir un bilan positif, un bilan net positif, en fait. Et voilà. Et moi, c'est super important de pouvoir aller chercher, je pense qu'une des clés pour aller vraiment de façon, en ayant les idées froides, pour aller porter la parole là-dessus, c'est dire, OK, quel bilan positif net vous proposez. Et là, c'est impossible, en fait, sur des événements en fait, de ce type-là, de proposer un bilan positif net. Donc, c'est juste leur dire qu'ils acceptent qu'en fait, on creuse encore les plaires, on, on creuse encore les inégalités sociales. Et voilà. Donc, voilà. Parler de ce bilan positif net à aller chercher. Valérie, toi, du coup, tu connais le dossier. Euh, oui, oui, bon, on est probablement entre convaincus ici. Oui, oui, ce projet est à rebours de tous les enjeux, tous. Euh, les bilans économiques, sociaux, environnementaux seront tous dans le rouge, largement dans le rouge. On est sur un sujet purement politique de quelques personnes démagogues, hein. C'est un projet de Muselier et de Wauquiez. D'abord Muselier, puis Wauquiez. Ce sont deux personnes qui ont besoin de briller avec leur projet olympique, qui a été monté en moins d'un an, ce qui est impossible finalement, vu la grosseur du dossier. Les personnes qui travaillent le sujet, il y a quelques assos et politiques qui expliquent qu'ils travaillent le dossier à moindre impact.
Alors pour moi, c'est un mensonge. Ça fait croire aux gens qui habitent et qui connaissent pas les enjeux qu'on peut limiter les impacts des JO 2030 dans les Alpes. Ça, je comprends pas. On l'avait dit tout à l'heure, plus de 50% des émissions sont dues à la mobilité. En 4 ans, on n'aura jamais de train. On n'aura pas d'avion à hydrogène. On ne va pas aller de Nice aux Aravis en vélo ou à pied. Donc, rien que le premier facteur des émissions. Si on dit qu'on travaille le moindre impact, c'est un mensonge. Le deuxième facteur émetteur en montagne, ce sont les passoires thermiques. Ce sont des vieux logements. Trois quarts des 3 600 000 lits touristiques sont des passoires thermiques. Comme ils vont construire des milliers de lits, parce qu'il faut que les promoteurs se gavent un peu, on va pas faire de rénovation énergétique d'ici à 2030. Donc, on va continuer à émettre et on va continuer à amplifier ce deuxième facteur des émissions qui sont les passoires énergétiques. D'un point de vue biodive, écosystème, ça sera une catastrophe parce qu'une loi olympique va être votée, là, incessamment sous peu, dès que le nouveau président du COJOP sera nommé. Et cette loi olympique supplante le droit. C'est-à-dire que on fait fi de tout ce qui est législation sociale et environnementale. Et la loi olympique, la loi spéciale, permettra de déroger à toute la législation en cours afin de construire toutes les infrastructures nécessaires à ce projet. Donc on imagine bien le massacre. Moi, je suis en train de voir ce qu'ils vont construire. Quand on nous dit qu'on fait avec l'existant pour les JO 2030, on parle de la piste de bobsleigh et du saut à ski qui sont existants. Mais ces deux infrastructures sont à l'ouest d'un point de vue normes et ne sont plus aux normes olympiques. Donc même là, ils disent finalement le saut à ski, peut-être qu'il faudra construire un autre tremplin. Donc en fait, on est à la rue concernant tout ce qui est environnement, social et même économique. Et les garanties financières euh, ont été votées, ont été acceptées là dans la loi de projet de finances, donc d'abord au Sénat. Ça a été accepté. Donc les garanties financières, c'est un chèque en blanc signé par l'État au CIO qui garantit au CIO que toutes les pertes des JO seront payées par l'État français. Et il y aura des pertes. Donc actuellement, on est à une garantie financière de 500 millions, mais il y a 4 notes de l'Inspection générale de finances qui, pour le moment, sont secrètes. Moi, je les cherche si vous avez des entrées. Je suis preneuse. Le premier qui a au moins une des 4 notes de l'IGF. 4 notes alarmistes de l'Inspection générale des finances qui annoncent au moins 900 millions de pertes. Donc, techniquement, si la France disait là, on arrête parce que c'est un massacre financier, écologique, économique, la France devrait payer au CIO 500 millions de dommages et intérêts, on va dire. Et finalement, c'est moins que les 900 millions. Donc, on y est gagnant. Donc, moi, je pousse là-dessus maintenant. Ne payons que 500 millions plutôt que les au moins 900 millions de dettes qui vont se creuser encore plus. Donc, moi, j'en veux vraiment aux ONG et aux politiques qui travaillent le moindre impact sur ce sujet. Parce que quand on est en montagne, on connaît les enjeux, mais je vais souvent en conf à Paris ou à Lyon, à Bordeaux. Là, j'étais à Bruxelles l'autre jour. Les gens entendent qu'on peut travailler le moindre impact. Et ils n'ont pas de raison de douter. Et pour moi, c'est mentir, en fait. Alors, puisque ces jeux vont probablement avoir lieu, bah, profitons-en, nous tous, enfin moi je vais m'employer à ça, à mettre sur le tapis les vraies discussions sur les jeux. Sachant que, comme le disait Romain tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de collectifs citoyens en montagne. Aujourd'hui, dans toutes les vallées, dans tous les villages montagnards, des habitants s'interrogent sur la légitimité de nouvelles infrastructures. Il y a plus un seul territoire qui est épargné par des habitants qui se disent on monte un collectif et on s'interroge. Vercors Citoyen, ils sont 900 à proposer un projet alternatif, c'est-à-dire plus propre, à Tony Parker. Parce que où veut construire Tony Parker? Il est autorisé de densifier ici. Donc ils disent, OK, on va densifier là, mais on va faire du logement social, du logement permanent, et on va le faire de manière propre. Donc en fait, l'idée, c'est pas de dire
non, on est contre et on veut pas ce truc, c'est d'amener des sujets alternatifs ou des projets alternatifs qui font sens. Quand dernièrement Montclair veut faire son défilé d'un jour dans une zone naturelle vers Courchevel, moi qui m'alerte? Les habitants de Courchevel, et ça c'est assez nouveau. Donc ça veut dire que les gens aujourd'hui ont conscience que leur territoire souffre. Elle est là la chance pour les écolos ou les gens qui veulent aller en ruralité, c'est que finalement, oui, les territoires s'extrême droitisent au vote, mais sur les territoires, il n'y a jamais eu autant de mouvements citoyens qui s'interrogent sur n'importe quel projet. Et aujourd'hui, tout est remis à plat par des citoyens qui sont organisés. Alors, le malheur dans cette histoire, c'est que ces collectifs ne savent pas qu'ils font de la politique. Alors, on dit, non, on est apolitique. Moi, j'entends tout le temps. Mais non, vous faites de la politique, en fait. Moi, maintenant, je veux démystifier ce mot. Vous faites de la politique, mais vous êtes apartisans. OK. Alors, ils savent pas qu'ils ont un discours de gauche. Ils savent pas. Moi, je leur dis pas, ça viendra tout seul. Mais quand j'ai vu à Beauregard le sujet de la Clusa, eh ben, finalement, on parlait pas d'être partisan ou pas, parce que dans notre mouvement, on votait de Poutou à Dupont-Aignan. Chacun pour des raisons différentes. Il y en a un qui voulait sauver son chalet de luxe parce que le bois en face allait cramer. Il y en a d'autres qui étaient des militantes toujours, qui étaient déjà sur les barricades pour contre Crémalville. Il y avait des nouveaux, des néo-écolos dont je fais partie, qui disent non, mais là, on arrête le massacre, on a assez fait de mal à la nature. Mais on était bien tous d'accord. Ce projet-là ne devait pas se faire. Et c'était gagnant parce qu'on arrivait tous avec nos réseaux. Et maintenant, moi, je travaille en bac en disant, vous avez fait de la politique et regardez quel soutien politique on a eu. Qui est venu nous voir, qui n'est pas venu, qui pousse les projets, qui pousse les budgets. Parce que les gens, si on leur dit pas, ne font pas le lien avec la politique. C'est ça qui est triste. Mais c'est triste, mais il y a tout à faire. Donc finalement, c'est pas perdu. Donc, faut arriver dans ces collectifs en disant on fait de la politique. Donc, moi, je travaille à changer des statuts d'associations qui disent qu'ils sont apolitiques. Je leur fais changer à apartisans. En fait, en rendant moins ringard le mot politique. Et l'espoir, c'est qu'effectivement, là, je vois comment fédérer les collectifs. Eh bien, ils se fédèrent les collectifs parce qu'aujourd'hui, euh, parce qu'il y a eu des mouvements gagnants comme Beauregard, on sait quel hydrologue appeler pour un dossier technique. On sait quel juriste peut dégrossir un dossier. On sait quel naturaliste a travaillé sur un répertoire d'espèces protégées. Et puis, quand un dossier comme Borgard tombe, eh ben, il y a une jurisprudence. Donc, les avocats se servent de la jurisprudence des gagnants, en fait, pour appuyer leur plaidoyer, leur plaidoirie. Quand le SCOT, le schéma de cohérence territoriale maurienne, tombe, c'est un collectif d'habitants qui fait tomber un SCOT, c'est gigantesque, parce que derrière, c'est pas de Club Med, pas de remontée mécanique en plus, pas de liaison de domaine, etc. Ça tombe pour au moins 3 ans. Eh bien, ça crée une jurisprudence pour un autre SCOT à faire tomber, et le prochain à faire tomber, c'est le SCOT Fiera-Ravis. Hein. Parce que moi, je participe aux réunions du PADD, les gars, ils confortent le modèle du ski, Grand Bornand, la Clusa, pour les 30 prochaines années. Donc, s'il faut y aller par le juridique, il faut le faire parce que ça crée de la jurisprudence. On a balayé plusieurs autres questions, donc ça c'est positif. Il nous reste juste 5 minutes. Moi, je voulais peut-être revenir sur une question un peu générale en disant euh, quelle est votre position sur la sortie du tout ski? Notamment, Romain a évoqué la fermeture des petites stations dues au réchauffement climatique. Hein. Il y a plus de neige, donc on peut plus exploiter ces stations. Mais faut dire aussi que ces petites stations familiales, elles font face à une concurrence assez acerbe des grandes stations. Et c'est celles qui sont le plus accessibles pour les publics qui n'ont pas forcément les moyens, parce que ça coûte extrêmement cher d'aller faire du ski maintenant. Donc voilà, comment est-ce qu'on sort de ce modèle de tout ski? Ça va être très rapide parce qu'on n'a plus que 4 minutes, mais juste peut-être des petites pistes à lancer comme ça. Ouais, ben,
Merci Thomas de cette conclusion parce que moi, pour moi, je le redis, mais la solution, en fait, elle est dans la coopération à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire la coopération des acteurs à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire que si on prend par exemple une petite station comme la Sambuy, donc qui est au sud du lac d'Annecy, et donc d'une altitude de 1200 mètres d'altitude à 1900 mètres, enfin 1850-1900 mètres d'altitude. Donc elle a fermé il y a 2 ans parce que aussi principalement déficit de 300 000 euros. Et, euh, et en fait c'est ça, hein, pour l'instant c'est le déficit qui les fait fermer. Là aujourd'hui en fait c'est dézoomer. En fait enfin ce n'est pas en fait une question. La question en fait n'est pas la station de ski, enfin les infrastructures de ski en elles-mêmes. C'est en fait c'est quel est mon territoire en fait, où est-ce que demain j'aime habiter sur mon territoire quoi. Pourquoi j'aime habiter sur mon territoire, pourquoi les gens aiment aussi venir passer du temps sur mon territoire. Et, euh, et là du coup c'est des acteurs, plein d'acteurs ensemble qui se mettent, donc les acteurs touristiques ensemble, qui se mettent à réfléchir ensemble plutôt qu'en concurrence. Euh, et en fait, et on s'entraide à trouver un modèle qui soit vraiment pérenne, basé avec lucidité sur les prévisions scientifiques, quoi. Et ça, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment ça, relier en fait les différents acteurs, les mettre autour de la table et aujourd'hui définir un modèle adéquat pour les 50 prochaines années. Valérie, si tu voulais, je pourrais Ouais, rentrer c'est un peu. exactement ça. En fait, il faudrait des moratoires, des concertations citoyennes par territoire. On gère pas le problème dans les Aravis comme à Val Thorens, où tout le monde serait autour des tables, agriculteurs, résidents permanents, résidents secondaires, usines hydroélectriques, loueurs, écoles de ski, vraiment comme une concertation citoyenne où le maire ne serait pas le médiateur, avec de la médiation neutre et avec de la facilitation neutre, et là c'est le plus dur en fait, pour parler réellement intérêt général, où on fait parler les gens autour des tables. C'est ce qui s'est passé à Métabier. Alors c'est dur encore aujourd'hui à Métabier, mais c'est gagnant en fait, parce qu'on apprend à se parler, on apprend à comprendre les peurs des uns des autres, on apprend à ne pas se juger, et on comprend les craintes, et on arrive à vivre le territoire dans quelques années. Et encore une fois, j'entends souvent, par exemple, Annecy à 2040, Annecy à 2050. La majorité des gens savent pas ce que ça veut dire 2050. Pour moi, il faut parler en termes de degrés. Le dossier Paris à 50 degrés, putain, c'est 50 degrés, quoi, en fait. À 2040, nous, on est avertis, ça va être la cata. Mais pour la majorité des citoyens, qu'est-ce qu'un 2040 ou un 2050? Il faut être clair sur les mots aussi. Ouais, et enfin, moi, des fois, j'en discutais encore avec une amie hier. La solution peut paraître, en fait, là, comme quand on l'a dit là, ça peut paraître, oui, bon, on le sait, enfin, c'est simple, et en fait, on n'a pas l'impression que. Mais oui, en fait, le truc est juste simple, c'est en fait, mettons-nous autour de la table, en fait, essayons de se mettre autour de la table et en fait, de trouver une solution par territoire, par les gens, en fait, qui vivent ce territoire-là. Et donc, et on parlait des collectifs citoyens du coup qui existent. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas tant besoin de les fédérer parce que comme tu l'as dit Valérie, aujourd'hui, ils se fédèrent déjà. Métabier est allé voir la Sambuy en fait et inversement, enfin en fait, ils échangent, etc. Mais par contre, ce qui a besoin, c'est de pouvoir aider ces collectifs. Aider par de la compétence, aider par des données, aider par de la prise de parole, aider par de la facilitation et leur donner de la résonance aussi par des médias, par des livres, par des podcasts, par des chaînes YouTube, par des pétitions, par des articles, des tribunes dans les médias, etc. Et voilà. Donc venir en soutien, faciliter en fait la cohésion euh, de territoire et des gens au sein du territoire pour qu'ils dessinent vraiment leur solution à eux. Et ces solutions-là, ce qui est quand même ultra positif, c'est qu'aujourd'hui, le deuil est douloureux, c'est vraiment difficile. Et là, mais en fait, on a des méthodes pour accompagner les deuils dans les territoires et faire en sorte que on les traverse et les solutions en tant que telles, que ce soit au niveau hydrologique, au niveau technique, les méthodes de tourisme de demain, etc. Enfin, comment vivre au niveau agricole et tout ça, en fait, tout existe. Donc, c'est ça qui est positif, quoi. C'est qu'en fait, on a tout pour y aller.
Et donc maintenant, en fait, prenons-les et tous ces collectifs, créons des collectifs partout, amplifions-les Ouais. et passons à l'action et transformons les choses. Juste en aparté, moi je pousse actuellement les collectifs dans le Vercors, Tarentaise, Maurienne et dans les Aravis, les collectifs en place et les associations, en transformant le tir pour les prochaines municipales. En fait, il faut les convaincre qu'ils font de la politique et ça, quand on discute, ils le comprennent finalement assez vite. Et je pense vraiment que le salut passera par les municipales parce que finalement, les élus locaux répondent à des politiques départementales et régionales qui sont de conforter le modèle. Moi, j'ai assisté à un discours surréaliste du président du département qui menace du coupe de subvention à un maire des Aravis en lui disant, si tu ne me suis pas, tu expliqueras à tes concitoyens qu'il n'y aura plus de crèche. Alors, on pourrait le dénoncer, on peut crier la colère, tout ce qu'on veut, n'empêche que l'élu, il dit, bon, allez, c'est bon, va se faire chier avec ça, et il y va, quoi. Et finalement, il n'y a pas encore de mairies réellement en transition qui pourraient se fédérer les unes les autres et créer un cercle d'opposition à ces lobbies du ski qui sont surpuissants. Donc en fait, il suffit de deux mairies, je dis toujours, il suffit de deux mairies qui passent en collectif citoyen ou en mairie d'opposition aux politiques actuelles pour créer la fédération des mairies en transition, hein. Et là, c'est une force en fait. Et je crois vraiment qu'il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont un impact au local en prenant les prochaines municipales. Oui, c'est tout à fait. Enfin, exactement. Parce que je me rends compte que effectivement, moi, quand j'ai dit aidons-les, etc., ça commence, enfin, chez soi en fait, comme tu dis. Enfin, quand je dis aidons-les, c'est moi en fait qui habite sur ce territoire-là. Comment je peux venir aider ce qui se fait en fait devant chez moi, plutôt que d'essayer aussi d'aller ou à côté de chez moi, plutôt que d'essayer d'aller partout parcourir la France. Enfin, ça peut être chouette d'apporter ses lumières et ses contributions à d'autres collectifs, ça c'est clair. Mais en premier lieu, du coup, enfin moi je sais que on n'est jamais plus puissant que quand plus puissante que quand vraiment on habite le territoire et qu'en fait on vient contribuer en fait à notre territoire quoi, qui est là quoi. Ça c'est voilà. Donc Trop bien. allons-y. Ben, merci beaucoup. Euh, c'est bien, vous nous avez apporté plein d'espoir et plein de motivation. Donc, merci encore hein, à vous, à toi Valérie et à toi Romain. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir ce matin. C'était super intéressant. Encore une fois, je repartagerai à tous les membres du collectif vos contacts et vos liens pour que les gens puissent aller voir un peu plus loin s'ils ont envie. Et, euh, et du coup, bah, j'invite toutes les personnes qui sont présentes ce matin pour leur dire que dans un petit quart d'heure, il y aura une réunion de euh, pardon, d'accueil. Je vais y arriver. Il y a une réunion d'accueil pour en savoir un peu plus sur le collectif et intégrer notre collectif. Et puis, bah, nous, on se retrouvera pour le prochain brunch, donc la semaine prochaine, le brunch numéro 6. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et voilà, et je vous remercie encore. Merci, au revoir, bon week-end à vous.